J'ai la chance d'avoir avec moi des intervenantes et des intervenants au talent incontestable. Et je précise, parce que c'est quand même un événement curieux, je crois que c'est la première fois de ma vie, ou ma première table ronde, où tout le monde possède un doctorat. C'est- On se dit, tiens, là quand même, c'est du sérieux. Là, on est des trucs quand même un peu... Voilà, bref. Donc avec moi ce matin, vous avez Florian Soulas, à la barre, qui a une thèse en génie mécanique et une belle poignée de romans dans des genres divers, qui vont du steampunk pour son premier au space opéra, en passant par le cyberpunk. C'est donc quelqu'un qui voyage aussi bien dans l'espace, jusqu'à Jupiter au moins, et dans le temps, et ou dans l'univers des données. Comme ça. Juste à côté, j'ai Roland Lehoucq, donc une thèse en astrophysique, en plus d'une agrégation, en plus plein de choses, je ne détaille pas, et plein de livres et d'articles de vulgarisation scientifique mêlant science et SF pour parler des extraterrestres, du Soleil ou des trous noirs. Le tout, en particulier, si vous lisez la revue Bifrost, vous le lisez depuis un certain temps et vous vous régalez comme moi. Et en plus, il a parlé de Star Wars et de Valérian et Laureline, car c'est un vrai scientifique, peut tout se permettre. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Voilà. Et puis, à droite, donc in absentia, nous avons notre camarade Laurent Genefort qui a une thèse sur les livres univers de la science-fiction et accessoirement une grosse cinquantaine de romans, majoritairement de SF, dans lequel il est allé très loin, essentiellement notre galaxie, dont il a exploré plein de recoins et de planètes, mais il a également revenu sur Mars récemment, et c'est rigolo aussi. Voilà. Ok, bon, là, on est déjà reparti, c'est solide. Donc, voyage vers l'espace et au-delà. Donc, le voyage vers l'ailleurs, c'est un thème classique chez nous. Nous, les auteurs de science-fiction, on en est les continuateurs, parce que dès qu'on lève les yeux, on se dit, tiens, pourquoi j'irai pas là-bas, là, ça brille, ça a l'air sympa. Et la science et la politique, c'est important, se sont emparés du sujet. C'est-à-dire que voyager loin, trouver de nouvelles frontières, etc., vous avez un certain nombre d'hommes politiques ou d'hommes très riches qui sont partis là-dedans. Voilà. Et bon, il y a des progrès qui ont été faits, des frustrations sans nombre qui sont apparues. Donc, on va faire le point. Et alors, je vais me tourner vers Roland. Je vais commencer par lui pour l'embêter. Donc, l'espace, on le connaît de mieux en mieux. Hein, on a des outils comme Hubble et plus récemment James Webb, sans oublier la myriade d'instruments divers au sol ou en orbite. Hein. On a ça là. Mais alors, toi, qui as pu observer des amas de galaxies lointaines, des trous noirs géants, qu'est-ce que tu as pu contempler de vraiment extraordinaire et qu'est-ce qui te donne envie d'aller voir de plus près? En même temps qu'on puisse, mais si tu avais la capacité de cliquer des doigts et de dire j'aimerais bien être à proximité d'eux pour les voir, qu'est-ce que tu irais voir? Ça marche. Alors, qu'est-ce que j'aimerais bien voir? D'abord, mon goût pour l'espace, moi, ou pour l'astrophysique, il est né d'une observation séminale quand j'étais tout petit et un peu chanceuse, pour dire le moins. J'ai d'une certaine façon découvert, mais je mets des gros guillemets, bien sûr, vous allez voir pourquoi. J'ai découvert Saturne quand j'étais petit dans une lunette. Découvert au sens, c'est le premier objet que j'ai vu net. Je précise le mot net parce que j'ai passé une semaine à regarder dans cette même lunette astronomique qu'on m'avait offerte et dont je ne savais pas me servir. J'ai passé une semaine à observer des étoiles floues et à me réjouir de voir des détails de surface, des couleurs extraordinaires qui étaient les aberrations chromatiques d'une lunette de qualité, disons, discutable. Enfin, j'ai réalisé plus tard que ça s'appelait des aberrations chromatiques. Tu es en pleine science-fiction. Et donc, exactement. Et donc, la première chose que j'ai vue net, quand j'ai réalisé qu'il y avait une molette pour mettre net, c'est Saturne. J'ai dit, tiens, on va regarder ce truc. Ah, ça y est, j'ai pigé. Hein, j'ai compris, là, il y a un bouton. Maintenant, on va regarder les choses sérieusement. Et donc, on va voir. Et donc, j'ai passé avant ça, j'avais passé une semaine à regarder, parce que dans les bouquins d'astronomie, il y avait à cette époque, et maintenant encore bien plus, des images du ciel, des galaxies, des machins. Et dit, mais je veux voir ça, moi. Seulement, je ne savais pas où elles étaient dans le ciel. Je ne savais pas qu'il existait des cartes du ciel. Et même des catalogues et des tas de choses. Et donc, j'ai passé ma semaine à flou, à balayer le ciel lentement pour essayer d'y repérer les objets qu'on voyait dedans. Donc, j'étais un peu désolé à la fin de n'avoir rien vu de tout ça. Et quand j'ai vu Saturne net, parce que la Saturne, pour le coup, je l'ai reconnu tout de suite, par chance, j'ai dit, première chose que je vais voir, maintenant, ça y est, j'ai compris l'idée, c'est ce truc brillant là dans le ciel. C'était pas la Lune, il n'y avait pas la Lune, qui est pas un objectif assez intéressant aussi. Et c'est Saturne. Donc du coup, j'ai toujours pour Saturne, qui en même temps est un astre magnifique, j'ai toujours pour ça. J'aimerais vraiment voir Saturne en étant en orbite autour d'elle. Voilà. Ça, je pense que je l'ai vu, c'est le premier objet que j'ai vu net dans une lunette à 9 ans. C'est toujours un plaisir de voir Saturne. On voit ses anneaux, enfin, c'est un astre qui est assez magique, même dans un petit instrument. Alors dans un grand instrument de 30, 40 ou même 1 mètre de diamètre, ça devient carrément incroyable. Et donc j'aimerais vraiment être en orbite autour de Saturne et de le voir en vrai. Pas
un peu comme dans Interstellar, finalement. Ils sont en orbite autour de Saturne, ils ont cette station orbitale Cooper, enfin bon, il y aurait des choses à dire, mais de la voir en vrai. Voilà. Et donc pour ça que dans l'Interstellar, je suis un peu désolé qu'ils sont dans une station orbitale en orbite autour de Saturne et ils jouent au baseball dedans. Je dis non, non. C'est une plaisanterie. Vous êtes en orbite autour de Saturne, les gars. Donc vous êtes collés au hublot, ils vous en décollez pas pendant, je sais pas, genre 1 an. Et après, on discute. Après, on peut faire d'autres trucs. Quand on est lassé d'avoir vu Saturne pendant 1 an continuellement. Donc j'étais un peu désolé d'avoir joué au baseball dans une station orbitale autour de Saturne. Mais voilà, j'aimerais bien être autour de Saturne. Bon, bah, c'est déjà un bon départ. Et alors, je vais me tourner vers mon camarade Laurent, mais avant, je vais me permettre une courte citation tirée du roman Viser la Lune de John Scalzi, qui vient juste de paraître aux éditions La Talente, dont le thème, c'est que la Lune s'est transformée en fromage. C'est très, très drôle, c'est très caustique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout étudié sous l'angle de comment est-ce que ça a pu se produire, mais sous l'angle de quel effet ça peut avoir sur le président des États-Unis, sur les fondamentalistes religieux, etc. C'est très, très drôle pour ça. Et donc, Scalzi dit la phrase suivante: Jody Bannon commençait à prendre conscience d'une réalité fondamentale du voyage dans l'espace. Putain que c'est chiant. Et donc, est-ce que ce qui est chiant dans les voyages, Laurent, c'est pas justement de ne pas arriver quelque part? Toi qui as imaginé des tas de planètes lointaines avec des écologies tout à fait fascinantes, etc. Et sans oublier Omal, qui est ton nanomonde, qui a lui aussi une écologie, puis surtout une population fascinante. Est-ce que tu serais prêt, en admettant que tu sois immortel, à affronter les centaines et les centaines d'années de voyage nécessaires pour aller là-bas, juste pour le plaisir d'y arriver? Ou est-ce que tu prendrais un raccourci via un trou noir, ce que je déconseille personnellement, mais enfin, bon, c'est... Et tu as un micro, hein? Tu es à côté, tu l'as même peut-être assis, bon. Je ne veux pas savoir ce que tu fais avec. Tu es arrivé en retard, c'est ton droit. Il est tout chaud maintenant. Voilà, très très bien. Ah oui, alors l'espace est chiant. Bon, il est vide, quoi. Mais par contre, comme il est très très hostile, ça permet quand même d'imaginer des trucs marrants, parce qu'en fait, finalement, c'est pas l'espace lui-même a pas grand intérêt. Hein, c'est juste une trajectoire balistique. Finalement, c'est des orbites de transit, quoi. En fait, un voyage dans l'espace, c'est une orbite de transit pour moi. Donc je vais quand même toujours quelque part. J'évite les vaisseaux génération, effectivement, par lâcheté sûrement, à cause de ça. Mais sinon, l'espace en soi, moi, alors je l'ai vraiment traité dans Spire, dans un cycle de trilogie, pour montrer des humains qui vivent en marge de l'humanité, mais qui sont nécessaires à l'humanité pour s'étendre dans les étoiles, parce que c'est eux qui font le lien entre les planètes. Mais par contre, eux, ils ne peuvent pas atterrir juste parce qu'ils sont tellement adaptés à l'espace au fur et à mesure des générations, puis des traitements qu'ils ont subis, que en fait ça les casserait en 1000 morceaux. Enfin, ils sont plus faits pour l'espace. Donc voilà, c'est des spatiens vraiment. Et donc j'explore cet aspect-là. Mais en fait, moi, je vois l'espace comme déjà un vecteur d'évolution de groupes humains. De par son hostilité même. Donc c'est intéressant, c'est intéressant en soi, comme ça force l'humain à s'adapter, parce que c'est tellement hostile qu'il faut s'adapter, il faut se transformer même dans sa chair des fois pour voilà. Donc du coup, voilà. Je m'excuse, j'aurais dû le faire. Donc voilà. Mais dans l'espace, voilà, tant qu'on a du wifi dans l'espace, tout va bien. C'est ce que je me dis. Le problème, c'est que c'est long. C'est compliqué. Non, mais isolé. En fait, c'est ça, d'ailleurs, peut-être la différence entre les vaisseaux génération, la notion de vaisseau génération et un vaisseau traditionnel. Finalement, c'est ça, c'est l'isolement réellement total. Un vaisseau générationnel, il est vraiment isolé du reste de l'univers, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on le traite comme un monde. C'est un vaisseau monde, en fait, un vaisseau générationnel. Alors que un vaisseau, tant qu'il y a du signal qui passe, il y a toujours moyen de s'amuser. Voilà. Mais donc, en fait, tu pars du principe que l'être humain ne peut pas aller dans l'espace sans se transformer, enfin, à moins d'aller tout près, quoi. Alors, comme je fais du space opéra, j'ai pas forcément besoin d'être très réaliste jusqu'au bout. Quand je fais vraiment de l'anticipation avec l'espace proche, là, je prends l'espace tel qu'il est réellement. Quand je fais du space opéra, je me permets
une interprétation des fois un peu métaphorique de l'espace, c'est-à-dire comme un grand océan sur lequel voguent des vaisseaux avec des navigateurs, etc. Donc là, je suis plus dans la métaphore et je peux me permettre d'être pas toujours réaliste parce que je sais très bien à quel point l'espace est juste très hostile pour l'homme. Donc et qu'il faudrait en fait se transformer radicalement et même comme ça. Enfin, je sais même pas si c'est possible en fait. Donc, mais j'ai pas à me poser la question. Tant que je tiens en fait, c'est plus une question pour moi de considérer l'espace comme un milieu écologique et je vais m'adapter à ce milieu. Et mes humains dans l'espace ressemblent presque à des mollusques dans les abysses qui doivent faire de la chimiosynthèse pour survivre parce que il y a pas de soleil, etc. C'est-à-dire que je liste des paramètres très hostiles et l'humain doit rentrer dans ces paramètres pour survivre. Et puis pour survivre, il n'y a pas que la survie, surtout à long terme comme ça. Il y a aussi comment faire civilisation dans l'espace. Et ça, moi, c'est ça que j'explore dans Spire, c'est comment faire civilisation dans l'espace. Donc j'imagine comment, par exemple, quand il n'y a plus de pesanteur, donc il n'y a plus de haut, de bas, etc., on va créer des nouveaux points de référence, et ces points de référence sont des couleurs, etc., deviennent aussi des codes sociaux pour se reconnaître entre soi, etc. C'est-à-dire que c'est juste, l'espace est aussi une porte d'entrée pour imaginer c'est quoi une civilisation qui se créerait à partir de pas grand-chose, mais et ce pas grand-chose étant très contraignant pour la vie quotidienne. Ben, on va revenir à l'espace proche alors, et je me tourne vers Floriane. Et notre système solaire, évidemment. Et toi, tu as créé toute une civilisation, justement, tout un lumpenprolétariat, il n'y a pas de en orbite autour de Jupiter. Oui. Ce qui est génial. Alors pourquoi là-bas déjà? Et puis pourquoi cette notion de lumpenprolétariat telle que tu l'as définie? Ce qui est passionnant à lire, hein, je me plains pas du tout, mais pourquoi? Alors déjà parce que, n'en déplaise à Roland, que j'aime beaucoup, Jupiter est la plus belle planète. C'est pas Saturne. Voilà. Elle a aussi des anneaux. C'est bien aussi. Elle a aussi des anneaux, on les voit pas, mais ils sont là. Ils sont tout petits, mais ils sont là. Enfin, ils sont tout petits, t'as vu la taille de Jupiter, excuse-moi. C'est pas vraiment ce que j'appelle petit. J'avais jamais pensé à l'AMA comme un open prolétariat, mais en fait, ça me permet de rebondir sur ce que disait Laurent, parce que pour le coup, en fait, donc l'AMA, c'est en gros, comme Jupiter est inaccessible, on en a fait un peu la décharge de l'humanité et on vient jeter tout ce qui sert à rien et ce qu'on peut pas recycler, et notamment plein de vieux vaisseaux et plein de cargos qui servent à rien. Et il y a toute une civilisation qui se développe là-dedans, de gens qui sont un peu mis à la marge et qui ont besoin de fuir un peu le système social. Et sauf qu'on peut arriver sur la main, mais c'est difficile d'en repartir. Et du coup, ils se retrouvent là et ils doivent faire civilisation. Et le concept de base de cette civilisation, c'est comment fait-on pour survivre. Et c'est à la fois un peu la loi du talion. Genre, c'est le plus fort domine, et en même temps, tout le monde est très conscient que c'est le groupe qui permet la survie du groupe. Et qu'il y a certains moments où il faut abandonner toutes nos bisbilles pour se dire là, il faut qu'on agisse tous ensemble pour survivre, parce que de toute façon, si tout le monde meurt, il n'y a pas de civilisation qui peut continuer, et on a tous besoin les uns des autres pour survivre. Et du coup, ça m'a fait me poser des questions, mais comment survivre en milieu hostile? Et donc du coup, forcément, et du coup, ça amène plein de questions, parce que comme on est dans l'espace, donc en plus on est très loin du soleil, donc déjà le soleil, on ne voit pas beaucoup, mais en plus quasiment tout est fermé, donc il n'y a pas de système jour-nuit, ça n'existe pas. Comment fait-on pour recréer un système temporel quand il n'y a pas de soleil qui se lève et qu'on n'a pas de lumière naturelle? Et en fait, sur la masse, ce qu'on fait, c'est que tous les 3 jours terriens, en gros, on appelle ça un cycle, il y a une dépressurisation et un recyclage de l'air qui est fait dans les couloirs, et donc ça veut dire que chacun doit rentrer dans sa cellule pour se barricader le temps que l'air soit vidé et retraité. Et du coup, ça a lieu toutes les périodes, un nombre de périodes qui correspond à 3 jours humains. Et en fait, ça fait le cycle jour-nuit. Donc on se dit pas, on se voit demain, on se dit, on se voit avant le cycle ou après le cycle. Et du coup, ça permet de rythmer le temps différemment et de se dire, voilà, comment on recrée une habitude de vie qui est pour nous naturelle, de dire, on va se coucher quand il fait nuit, on se lève quand il fait jour, et nos journées sont rythmées par un cycle de 24 heures quand ça n'existe pas, et qu'on est tellement loin du reste de la civilisation qu'en fait, se caler sur leurs horaires, ça veut rien dire, parce que de toute façon, il fait jamais jour vraiment. Et donc, du coup, j'avais trouvé cette solution-là. Comment faire pour recycler l'air? Comment faire pour recycler l'eau? Toutes ces questions-là, en fait, de dire comment vivre dans ce milieu hostile. Et donc, sur l'AMA, tout le monde se dit j'ai besoin que tout le monde respecte ces règles-là fondamentales. Elles sont pas très nombreuses pour survivre. Par contre, entre-temps, si je dois buter 5 personnes, j'irai buter 5 personnes. Il n'y a pas de problème.
C'est voilà, très localement dans le temps. On va faire corps tous ensemble pour survivre, mais le reste du temps, c'est chacun pour soi. Et avec une grande tendresse. Mais justement, quand je vous écoute, enfin quand je t'écoute toi, quand j'écoute Laurent, ça parle véritablement du fait que créer quelque chose dans l'espace, aller dans l'espace, pas encore au-delà, on n'y est pas encore, hein, mais aller déjà dans l'espace, ça veut dire renoncer à un certain nombre de règles de notre civilisation pour devenir autre chose et abandonner une certaine idée de l'humain. Toi, tu reviens sur Mars. C'est-à-dire, c'est le Mars des origines, c'est le Mars avec il manque que les yeux pédonculés, quoi. C'est vraiment cet aspect-là. Mais en même temps, tu recrées une approche civilisationnelle, en plus avec cette espèce de dimension dramatique sur ton métal tiré, enfin, je vais pas expliquer d'où ça vient. Et là, on se dit, OK, la civilisation humaine, elle est réduite à sa plus simple expression et elle redevient quelque chose d'absolument terrifiant. Comme tu dis, chacun pour soi, même si on est tous amenés à dire s'il y a une fuite, il faut qu'on la colmate tous parce que sinon tout le monde va mourir, quoi. Et donc, comment on revêt une civilisation comme celle-là? Comment on dépouille la civilisation complexe humaine de tout ce qui n'est pas essentiel pour revenir à la truc de base? Oui, alors là, c'est pour les temps ultramodernes, donc une uchronie qui se passe dans les années 20, et où mais là, pour le coup, je le traite comme je le traite pas dans mes romans modernes. C'est-à-dire que c'est un espace tel qu'il était imaginé à une époque. Donc je fais un peu de la rétro-physique alternative, qui fait que il y a des paquebots spatiaux, voilà, qui tiendraient pas dans notre monde à nous, on va dire. Donc c'est dans le Château des Étoiles, un peu. Oui, tout à fait. Alix. C'est ça. Qui reprend en fait l'idée qu'il y a eu une période où on pensait que sur Vénus il y avait encore des dinosaures et une faune hyper et une flore hyper foisonnante, et il reprend cette idée-là pour aller sur Vénus et montrer un espèce de rétro-futurisme, mais qui était vrai. Pendant longtemps, les gens ont cru ça. Voilà, donc j'ai repris ce consensus scientifique-là, qui était que Mars était probablement habité, qu'il était atmosphérisé. On pensait vraiment qu'il y avait une atmosphère comme la nôtre, on va dire, avec des tempêtes, etc., parce qu'on avait vu des tempêtes. Donc on pensait qu'il y avait une atmosphère, qu'il y avait donc une faune, une flore, très, très probablement. Donc moi j'ai repris ce consensus scientifique-là. Et moi, ce que j'ai pris, c'est une uchronie littéraire. C'est-à-dire que j'ai pris des données qui ne sont alors, une partie sont des données scientifiques que j'ai été retrouver de l'époque, mais une autre partie, c'est celle des romanciers populaires, ce qu'ils en ont fait à l'époque. Donc j'ai pris le Prisonnier de la planète Mars de Gustave Le Rouge et j'ai développé la faune et la flore. Alors à l'époque, c'était 1909, hein, donc il y avait pas, la notion d'écosystème n'existait pas, donc c'était juste quelques créatures. Donc j'ai recréé un écosystème à partir là. Pour le coup, j'ai fait un travail d'écrivain moderne là-dessus, sur la faune et la flore, et même les cycles saisonniers, notamment liés à la circulation de l'eau sur Mars. Là, pour le coup, j'ai adapté, mais j'ai repris ma base. C'est pour ça que je me suis beaucoup amusé sur ce roman, c'est de mélanger des données vraies et des données fictionnelles, et de le faire dans un tout qui est lui-même fictionnel, mais une autre fiction. Et donc voilà. Alors j'ai repris aussi le colonialisme de l'époque, la mentalité coloniale de l'époque, que j'ai repris tel quel, justement pour la questionner avec nos yeux de maintenant. Mais sans faire d'anachronisme, c'est-à-dire que comme c'est des personnages de l'époque, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas voir. Mais sauf qu'aujourd'hui, il s'agit juste de montrer, en fait. À vous écouter, j'ai le sentiment d'une espèce de loi empirique qui dit que plus on s'éloigne de la Terre, plus on va vers l'espace, plus ce qu'on raconte déconne. Est-ce que c'est à peu près exact? J'en sais rien. Parce que ce qui m'intéresse maintenant, c'est justement de me rapprocher. On va se rapprocher de l'orbite terrestre, par exemple. Vous savez que récemment, il y a des milliardaires ou des gens qui ont plein d'argent qui sont offerts des incursions en orbite terrestre, pas du tout pour des raisons scientifiques, etc., juste d'abord pour frimer auprès des copains, ça c'était le truc important, et puis aussi pour jeter un coup d'œil. Bon. Et il faut savoir qu'il existe des projets de coloniser la dite orbite, il existe des projets d'hôtels en orbite, hein, il faut le savoir. Parce qu'on s'aperçoit que c'est économiquement viable et qu'il existe des techniques maintenant, en particulier avec ce qu'on appelle des modules gonflables, de fabriquer l'équivalent d'un ISF immense qui sera un hôtel, dans lequel vous paieriez peut-être $100 000 pour aller passer 2 nuits en orbite, mais il y aura un public pour ça, hein, clairement. Bon.
Et je vous recommande un bouquin qui s'appelle Gradizil d'Adam Roberts sur le sujet, où effectivement c'est peuplé, qui est un bouquin absolument marrant comme tout. Et la question que je pose à mes petits camarades, c'est voilà, admettons que cet hôtel existe, est-ce que vous iriez? On vous offre, vous avez gagné la loterie, est-ce que vous avez envie d'aller passer quelques jours en orbite? J'en parle parce que j'ai eu la chance de faire des émissions de télé avec des cosmonautes, dont le fameux cosmonaute russe qui a passé 400 et quelques jours, 418 jours, je crois, en orbite. Donc, il a quitté l'URSS, il s'est posé en Russie, hein, quand même, pour vous donner à peu près le changement de truc, et qui vous raconte à quel point lui et ses camarades ont été transformés par cette expérience. Et donc, est-ce que vous avez envie de cette transformation? Est-ce que vous avez envie de littéralement une métamorphose, de devenir un humain spatial? Non. Enfin, oui, mais non. D'abord, juste une remarque préalable, c'est quand on parle de l'espace, il faut réaliser que c'est pas très loin finalement, c'est pas si loin que ça. C'est grand, mais c'est pas très loin. Dès qu'on est au-delà d'une centaine de kilomètres, on est dans l'espace. Donc, ça veut dire c'est plus près. L'espace, c'est plus près que Paris quand on est à Bordeaux. Hein, mais seulement c'est vertical. C'est la difficulté, s'il faut monter verticalement. Et donc oui, mais non. Oui, parce que effectivement, voir la Terre de l'extérieur, effectivement, c'est une expérience qui serait sans aucun doute vous transforme. Ça, tous les humains qui ont vu la Terre de l'espace et l'espace de l'espace, mais l'espace de l'espace, c'est pas très différent. Hein. Enfin, à part qu'il n'y a pas d'alternance jour-nuit, c'est compliqué. Dans des hublots, on voit mieux l'espace depuis le sol finalement. La nuit, évidemment, le jour c'est embêtant, donc c'est la moitié, disons, en moyenne la moitié du temps, mais on voit mieux l'espace depuis le sol que depuis l'espace. Par contre, la Terre, on la voit bien depuis l'espace, on la voit bien aussi depuis le sol, mais avec un recul qui est moins important. Donc ça peut être intéressant, il y a ce fameux overview effect, l'idée que j'ai réalisé le milliardaire dont les émissions de CO2 sont environ 30 000 tonnes par an. C'est un chiffre authentique, hein, c'est pas un chiffre random, vous explique que que maintenant il est transformé et qu'il a compris que la Terre était fragile. Il est gentil, mais il n'y a pas besoin d'aller dans l'espace pour comprendre ça. Donc oui, mais non, parce que finalement, on peut comprendre des choses sur la Terre simplement en lisant, en discutant, en écoutant des gens qui savent, en réfléchissant, en se projetant par l'esprit ou en essayant de se le représenter par des images qui sont produites, cette fois-ci, par les artefacts qui sont mis dans l'espace. Et puis, ça a des conséquences qui sont considérables sur le environnemental. Alors, je vais pas faire l'emmerdeur maintenant, mais donc voilà, envoyer des fusées, ça a des conséquences environnementales. On en envoyait beaucoup, ça a beaucoup de conséquences environnementales. Et quand c'est pour le plaisir de quelques-uns qui ont déjà en eux-mêmes sur Terre des conséquences par leur simple actions personnelles qui sont très considérables et très obscènement différentes de ce qu'il faudrait faire pour que l'humanité soit, disons, intégrée plausiblement dans son environnement, on ne peut pas se dire qu'il faut faire ça. Donc je ne peux pas dire que j'ai envie d'y aller autrement que par la pensée ou par des images qui seraient ramenées. Il n'y a pas besoin, encore une fois, d'y aller physiquement, parce qu'on a quelques instruments malgré tout. Maintenant que l'espace est là, enfin, on sait aller dans l'espace, on envoie des fusées pour des tas de raisons, et des satellites pour des tas de raisons, dont observer la Terre, observer le ciel. Et donc, on n'a pas besoin forcément d'être là pour voir ces merveilles. Moi, je pense qu'il n'y a aucun écrivain de science-fiction qui te dirait non, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le feraient. Parce qu'en fait, j'imagine, en tout cas, je vois, moi, les gens qui autour de moi qui écrivent de la SF, on est tous très concernés par ces conditions écologiques et enfin tout ça. Et du coup, on sait le prix que c'est de partir dans l'espace. Et on n'arrête pas, nous, depuis des décennies, de dire qu'en fait, il n'y a pas de planète B et que c'est maintenant qu'il faut agir et que on alerte sur plein de choses. Enfin, on essaye de relayer aussi, on est beaucoup à être scientifique, à relayer voilà, tout ce qui se passe dans nos romans. Et du coup, ça me paraîtrait absurde ça serait à l'encontre des choses qu'on essaye de dénoncer que de dire, si je peux y aller, j'y vais, quoi. On aimerait tous y aller. Je pense que n'importe qui aimerait voir la Terre vue du ciel parce que ça doit être incroyable. Et je pense qu'effectivement, ça doit changer une vie. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup d'auteurs qui le feraient vraiment. Tu veux dire qu'on ne paierait pas le prix? Non. Ouais, je pense qu'il y a un prix qui est trop élevé. Le prix est trop élevé. Avec tout ce qu'on défend, nous, je pense, en tant qu'auteur de science-fiction sur l'écologie, le capitalisme, plein de choses, ça me paraît difficile de dire oui et de partir faire ça. Le prix me paraît trop élevé. Et je voudrais faire une aparté sur ce que tu disais au début, juste. Tu dis plus on s'éloigne, plus on accepte des choses invraisemblables de la science-fiction. Mais en fait, je suis désolée, déjà, les vaisseaux spatiaux, c'est une aberration scientifique, ça n'arrivera pas. Donc, on n'a pas besoin d'aller très loin. Enfin, ne serait-ce que dire je prends un vaisseau spatial pour aller sur Mars. C'est déjà complètement absurde et tu vois, on n'a pas besoin d'aller très loin pour dire que on accepte déjà quelque chose qui n'a pas encore de sens et qu'on verra jamais, quoi. Oui, mais déjà, tu as quand même des gens qui envoient dans l'espace une bagnole avec un androïde qui est posé sur un truc comme ça, ce qui n'a pas de sens non plus. On est bien d'accord.
Non, un certain nombre de choses deviennent techniquement possibles, mais vraiment pour ce qu'on appelle l'espace proche, c'est tout. Et en fait, moi je dis souvent, parce que moi je fais pas du spatial, je travaille dans l'aviation. Mais je dis souvent qu'on a tellement l'habitude, je sais. On a tellement l'habitude des avions qu'on se rend pas compte qu'un avion c'est un putain de miracle. Enfin, je veux dire, ça vole, c'est incroyable. Pour moi, qui travaille dans ça tous les jours, je me dis, mais chaque fois que je vois un avion décoller, je suis là en train de regarder ça comme tu regarderais Saturne. Mais c'est incroyable, en fait, ce qu'on arrive à faire. C'est presque contre nature, en fait. C'est fou. Et on n'a pas besoin de faire des choses incroyables, enfin, peut-être d'aller très très loin pour faire des choses déjà incroyables et qui paraissent complètement lunaires, quoi. Donc, on voit des miracles tous les jours. Ce qui est intéressant d'ailleurs à propos de l'aviation, puisqu'on se connaît bien avec Florian, on a bossé dans la même entreprise à 100 mètres l'un de l'autre. En fait, ce qui est intéressant dans un avion, c'est que l'avion est un compromis de compromis. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose que l'on décide, c'est quelque chose qu'un comité sur lequel arrive à tomber d'accord, sachant qu'il n'y a que des visions divergentes autour. Les aérodynamiciens voudraient qu'il soit comme ceci, les gens qui font la structure qui disent pour que ça soit solide, il faut que ce soit l'inverse, les gens qui font les moteurs qui disent oui, mais nous, on le mettrait pas. Enfin, nous faisons des compromis. Et ce que je déplore, c'est que j'aimerais qu'un certain nombre d'hommes politiques, je ne nommerai personne, viennent faire des stages chez nous et qu'on leur confie par exemple un petit avion, un planeur quelconque à faire, simplement pour qu'ils apprennent cette nécessité à se mettre autour d'une table, à dire « je ne suis pas d'accord avec toi, mais pour que ça vole, il va bien falloir que on arrive à un élément intermédiaire. » Ça nous rendrait bien service. C'est une démarche d'esprit qui rendrait service et qui, je pense, pourrait s'inspirer des approches vers l'espace, parce que l'espace est aussi un ensemble de compromis vers le compromis. Il y aurait aussi l'idée que si jamais on n'arrive pas à trouver de compromis, pour le cas de l'avion, tu penses que tu peux voler par la force de ton esprit, par exemple. Oui. Aucun problème. On te jette toi de la tour. Jette-toi du sommet de la Tour Eiffel, nous allons observer attentivement l'expérience. Et donc, il y a aussi la contrainte du réel. C'est-à-dire que si tu penses, il y en a qui l'ont fait, exactement. Il y en a qui l'ont fait en essayant de penser que le vol battu humain, donc le vol humain au sens je bats des ailes ou j'utilise la force musculaire des bras humains pour voler, il y en a qui ont tenté le coup plusieurs fois. Ouais. Et il y a même un film unique d'un humain qui s'est jeté du 2e étage de la Tour Eiffel et la gravité est une force faible mais têtue. Et donc finalement, voilà. Et donc il y a aussi cette contrainte-là. C'est dans le cas d'un avion, c'est à la fin si les ingés font un compromis moisi, enfin pas adapté, ils pensent qu'ils ont, allons-y. Et il y a un gars qui monte dedans, qui va risquer sa peau pour le faire voler. Il est très bien payé. Et lui, il est bien payé. Il va dire non les gars, là votre truc, j'y crois pas trop. Risque incroyable. Et puis bon voilà, on va voir si ça vole ou pas quoi. Donc il y a une sorte de confrontation au réel expérimental, si je veux dire, qui dans le cas de l'aviation et dans le cas des sciences naturelles en général, bien sûr, les politiques se confrontent pas vraiment au réel, ils essaient de le forger, quoi. Et donc c'est un peu différent. Oui, le problème quand on est ingénieur ou scientifique, c'est que la réalité, on se cogne dedans, quoi. Et malheureusement, elle est extrêmement peu tendre avec nous. C'est-à-dire quand on se jette du 2e étage de la Tour Eiffel, la réalité gravifique fait que le sol est dur et que on l'atteint avec une certaine vitesse. Combattre des ailes très fort ou pas, je veux dire, c'est un peu le problème qu'on a, quoi. Voilà, non, c'est clair. Non mais je parle sérieusement parce que nous parlons de vers l'espace et l'au-delà. Nous faisons cette espèce de démarche de dire, écoutez, imaginons, mais par la pensée, imaginons que nous allons là-bas, soit, comme tu dis, on fait une impasse et on dit, bon, je suis sur la planète machin, en orbite de l'étoile truc, c'est loin, on voit un ciel complètement différent, on vous représente Tatooine avec plein de lunes, etc. Super sympa. Mais à partir de là, si on essaie d'être un petit peu réaliste, on dit, ok, comment y sommes-nous arrivés? Quel effet ça a pu avoir sur nous? Et quel ensemble de compromis vis-à-vis même de ce que je pense j'étais obligé de faire. Et ça, c'est un truc extrêmement intéressant. Dans le cas du voyage générationnel, la difficulté du voyage générationnel, il est que justement, il dure des générations et donc il faut se débrouiller avec ce qu'il y a dans la caisse à savon qui va mettre 2 siècles pour arriver. Et la caisse à savon qui va mettre 2 siècles pour arriver, si vous avez oublié le beurre, il y en a plus, donc il faut faire sans beurre. Et si vous en voulez, il va falloir le fabriquer. Le problème, c'est qu'il y a un stock fini, il y a des ressources finies, il y a des humains comme ils sont. Et donc, en fait, ça met sous la loupe la question de comment on fait, quel compromis on doit faire quand on est dans un monde fini. Et la Terre est assez grande, mais quand même, on touche très très clairement les limites de la boîte. Et on la remplit de nos déchets de manière absolument spectaculaire, dont le CO2, mais plein d'autres déchets. Et donc ça repose, mais sous un forme d'un microcosme là qu'on a pu mettre sous la loupe, qu'on a pu amplifier, grossir. Alors évidemment, des fois avec un peu d'outrance, entre guillemets, des choses qui sont peut-être techniquement discutables. Mais c'est pas le point. C'est comment on gère la contrainte collectivement. C'est ça qui est intéressant. Comment on répartit les ressources? Qui répartit les ressources? Qui a droit à plus? Qui a droit à moins? Qui a droit à rien? Etc. Et donc ça, c'est un point qui est intéressant dans les vaisseaux génération.
quand c'est discuté, ça met sous la loupe, finalement, on est dans une boîte. Enfin, notre voyage interstellaire est pas extraordinaire, hein. On fait des ronds autour du Soleil. Le Soleil se déplace dans la galaxie, donc on fait des espèces d'hélices dans la galaxie. Pas beaucoup, hein, à votre échelle. Chaque fois que vous faites un tour du Soleil, alors chaque année, typiquement, vous avez fait à peu près 1 milliard de kilomètres, c'est pas mal. Mais vous êtes revenu au point de départ, plus ou moins, pas tout à fait, parce qu'en fait, le Soleil s'est déplacé un peu dans la galaxie, pas beaucoup, en une année, à 250 km par seconde, vous n'avez pas fait beaucoup de kilomètres. Mais dans une vie, quand même, vous avez fini par faire une fraction appréciable, enfin pas totalement négligeable, une année-lumière, pas beaucoup, mais... Donc voilà, vous avez fait un petit bout comme ça. Et bien voilà, c'est comment est-ce que on gère cette contrainte de la finitude des désolantes et désespérantes des ressources du monde. Et il y a une scène dans Apollo 13. Quoi ? Ah pardon. Non. Enfin, en fait, sur les vaisseaux générationnels, l'analyse énergétique, elle est arrivée tardivement. Ça, c'est marrant. Quand on voit les textes canoniques comme Non-Stop de Brian Aldiss, il n'y a pas cette notion-là. La notion pendant longtemps, Ray Harrison ou Aldiss, ça a été comment faire perdurer sur des générations la civilisation. Et en fait, c'est des civilisations qui se perdent. Chez Aldiss, c'est déjà fait. L'humanité a régressé. C'est des sortes d'hommes des cavernes ou de tribus premières. Chez Harrison, c'est alors lui, c'est l'inverse. Sachant que l'humanité peut pas tenir. Une civilisation peut pas tenir. Du coup, il met dans les vaisseaux directement des peuples premiers. Donc comme ça, parce qu'ils savent que c'est des aborigènes qui ont déjà 30 000 ans derrière eux de civilisation stable. Ils disent ça au moins ça durera. C'est parti pour durer encore quelques milliers d'années. Donc ceux-là, on sait qu'ils conserveront une civilisation. Donc on les met comme ça. Mais effectivement, il aura fallu attendre des auteurs comme Baxter pour vraiment concevoir le vaisseau générationnel d'un point de vue réellement énergétique avec tout ce que ça conserve. Et une de ces solutions à Baxter, c'était de mettre déjà des hommes avec une très longue espérance de vie, genre 500 ans, 600 ans, donc des post-humains vraiment faits pour le long voyage. Et puis avec des éléments drastiques civilisationnels implantés, comme le Bene Gesserit implantait des religions, voilà, des sortes de tabous sur ne pas toucher à tel support de vie, etc. Voilà. C'est intéressant parce que au début tu disais que tu n'allais pas vers le vaisseau générationnel par lâcheté, mais en fait je pense que c'est hyper compliqué parce que en fait, à chaque fois qu'on a une histoire de vaisseau générationnel, en fait, on la prend à un instant T de son histoire. Mais si on voulait raconter le vaisseau générationnel, il faudrait faire 600 ans ou 1000 ans de générations qui se succèdent, et qui changent. C'est hyper compliqué à gérer. On est obligé de prendre un instant T où il se passe un truc, sauf si. Et là, je me dis, le contre-exemple, c'est Poul Anderson. Dans Tau Zéro, lui, il utilise, une singularité, je vais dire. Mathématiques pour dire que en fait le temps ne se ralentit dans le vaisseau et donc eux ils ont beau avancer et en fait ils vieillissent pas et du coup ils gardent le même équipage, alors plus ou moins parce qu'ils commencent tous à faire des enfants comme des lapins, mais du coup c'est le même équipage et du coup il s'affranchit de la génération en utilisant les maths. Et j'avais trouvé que c'était hyper intéressant parce que du coup ils se retrouvent confrontés à ce problème de dire le vaisseau est cassé, on ne peut pas s'arrêter, mais du coup ça veut dire que le voyage qui était censé durer 20 ans va durer un temps indéfini, on ne sait pas quand est-ce qu'on aura réparé le vaisseau et qu'on pourra s'arrêter. Et du coup, les gens commencent tous à péter un câble parce qu'ils se sont dit, pas faire d'enfant pendant 20 ans, je peux l'accepter parce que si je sais qu'à l'arrivée, je vais pouvoir faire ce que je veux, mais maintenant, en fait, on me dit que je vais peut-être crever ici et que tout ce que j'ai supporté, c'était pour rien. Donc, ils vont se mettre tous à faire n'importe quoi. Et du coup, comment tu gères une civilisation qui est en train de s'autodétruire un peu contre son gré dans un temps très long où tu sais pas où tu vas, quoi. Je pense qu'un certain nombre d'hommes politiques se posent cette question et aimeraient bien savoir comment on fait. Bon. Mais au passage, vous savez, ce que tu dis, c'est-à-dire on implante un Bene Gesserit, on implante une façon de faire. Il faut savoir que ça se produit sur Terre actuellement pour des phénomènes très curieux. J'ai moi-même vécu quelque chose à Airbus. Nous travaillions avec les Russes sur des projets d'avions hypersoniques, c'est-à-dire Mach 4, Mach 4,5. Et Mach 4, Mach 4,5, quand vous franchissez cette vitesse-là et que vous allez très vite, vous avez tellement de création de chaleur qui se fait parce que vous heurtez des molécules d'air et ça fait de la chaleur, qu'il y a une espèce de halo qui se forme autour de votre truc et devient un objet très brillant qui traverse le ciel et qui a derrière ce qu'on appelle des anneaux de Mach, c'est-à-dire une espèce de collier de perles, de petits ronds lumineux dans votre trajectoire. Bon. Et l'imbécile que j'étais, donc était à une réunion avec les Russes, parce que les Russes ont du titane et on en avait besoin, dit, mais attendez, vous nous expliquez que vous allez autoriser
ces vaisseaux-là à survoler comment dirais-je, la steppe qui n'est pas très habitée, mais il y a quand même des gens. Vous avez des Irkoutes, vous avez des gens comme ça. Ça va pas les perturber un petit peu de voir passer dans le ciel un machin brillant comme ça avec des petites billes derrière. Et là, je vous jure, le Russe me répond, mais on a déjà résolu le problème. On a des gens qui sont des ethnologues, qui ont inventé des légendes pour expliquer que c'est des passages d'un dieu bienveillant, etc., et que c'est quelque chose de, je dirais, de bénéfique. Et on est en train d'essayer d'implanter ça dans les tribus qui vivent là-bas pour que, lorsque le truc arrivera, ça les perturbera pas. Donc, ce phénomène de créer quelque chose qui est une explication religieuse complètement invraisemblable pour éviter des problèmes comme ça, elle existe chez nous. Bon, c'est dans un cas particulier, mais je vous jure sur la tête de mes enfants que j'ai vécu cette scène. Voilà. Donc, ça existe. Et je te remercie d'avoir parlé de tes zéros parce que c'est ma question d'après. J'adore ce bouquin. J'en parle tout le temps. Voilà. Donc, alors, on est parlé de l'espace et au-delà. Donc, on va parler du au-delà, là, puisqu'il nous reste un peu de temps. Le au-delà, c'est quoi? Donc, ce qui est intéressant dans Taux Zéro de Poul Anderson, c'est qu'il nous emmène au-delà de la fin de l'univers. C'est-à-dire qu'il traverse littéralement En gros, comme le vaisseau prend de la vitesse et que le temps dans le vaisseau ralentit, en fait, ils arrivent à une telle vitesse qu'en fait, ils voient l'univers arriver à sa fin et ce qui se passe après. Il traverse le mur de la fin de l'univers pour déboucher sur autre chose. Un autre univers. Un autre univers, ouais. Surfer sur l'univers, parce que c'est ils voient la fin du monde ça, et ils revoient un Big Bang et ils revoient la création des planètes et puis en fait à la fin ils en trouvent spoiler de ouf. Ouais, ils en trouvent une, mais en fait c'est pas ça qui est intéressant dans le roman, c'est tout ce qui se passe dans le vaisseau et que je ne vous ai pas spoilé pour une fois parce que généralement je le fais. Et là et à la fin, enfin vraiment l'arrivée, on sait qu'ils vont arriver quelque part et qu'ils vont trouver quelque chose, mais c'est comment est-ce qu'ils vont tous arriver là-bas et comment. D'ailleurs en fait t'as dit il y a plein de politiciens qui aimeraient savoir comment ils font. Bah, je suis désolé, Taux Zéro donne une réponse. Dans Taux Zéro, l'organisation politique, c'est pour ça que c'est de la science-fiction. C'est un Suédois qui est le chef de l'équipage, la chef de l'équipage, parce que c'est les gens les plus sensés devant les Américains et les Russes qui sont aussi partie prenante de l'équipage. Donc ça, c'est de la vraie science-fiction. C'est les Suédois qui dirigent le monde. Oui, là, effectivement. Là, mais c'est ça, justement, nous sommes en pleine science-fiction. On parle aussi beaucoup dans l'au-delà des univers parallèles. On parle des univers numériques. Hein, là, toi, tu nous as fait ça. Et donc, à un moment donné, on se dit, il y a plein d'endroits où aller qui ne sont pas la Terre et qui sont, je ne dirais pas à notre portée, mais qui sont conceptuellement des endroits dans lesquels on peut se sentir capable de voyager. Ce que les gens, il y a 2 siècles de ça, n'étaient pas capables de faire nécessairement. On se projetait, je veux dire, Cyrano de Bergerac allait dans la Lune en se couvrant de rosée, et puis comme la Lune attirait la rosée, il repartait vers le truc, ce qui est une technique que je ne recommande pas non plus. Mais elle n'est pas dangereuse, c'est l'énorme avantage. Par contre, il essayait de se soulever en se tirant par les chevilles, ça marchait moins bien avec des aimants, c'était moins pratique. Bon. Mais donc, le seul risque est le ridicule de la situation. Il faut faire ça en privé. Oui, le ridicule ne tue pas. Bien vu que ça ne tue pas. Depuis longtemps, on voit que le ridicule ne tue pas. Malheureusement. D'abord, dans certaines situations, c'est malheureux. Voilà. Il faut quand même dire merci parce que si le ridicule tuait, nous, auteurs de science-fiction, je pense que nous ne survivrions pas longtemps. Hein, je veux dire, c'est clair. Mais donc, cet au-delà, là, justement, ce monde numérique, il y a beaucoup d'exploration numérique en disant on se transfère dans une truc et à ce moment-là, on a le temps la vitesse que l'on veut vivre, parce qu'après tout, si on te met dans un supercalculateur qui fonctionne à des vitesses qui relèvent du pétaflops ou de je ne sais plus quoi, en quelques minutes, tu peux vivre une vie entière. Donc, à la limite, on t'offre 10 minutes de temps machine, mais tu as un millénaire devant toi, personnel. Donc, cet espace-là, cet au-delà-là, est-ce qu'il vous fait envie? Je sais pas, parce qu'après tout, toi, tu as fait un travail cyberpunk dernièrement, qui est très intéressant d'ailleurs. Est-ce que ça te fait envie? Mais moi, je pense que ça existe déjà depuis longtemps, ça. En fait, le jeu vidéo, où il y a plein de choses comme ça, où il y a des gens qui préfèrent leur vie en ligne plutôt que leur vie réelle. Tu vois, en fait, c'est un échappatoire qui a toujours existé. Maintenant, moi, je trouve que c'est tu vois ce que tu dis sur genre on pourrait vivre une vie en quelques minutes si on avait suffisamment de puissance pour le faire. Je trouve ça hyper terrifiant parce qu'en fait, ça rejoint ma théorie scientifique préférée, qui est la théorie du simulateur. Et en fait, si ça c'était possible, si on pouvait vivre une vie simulée complètement en pensant qu'on vit une vraie vie, ça voudrait dire qu'on vit déjà dans une simulation. Parce que ça aurait déjà été fait. Et je trouve que ça c'est un concept cyberpunk hyper intéressant. Et je pense que on essaiera de le faire et peut-être qu'on vit déjà dans une simulation. Donc en fait, je trouve ça hyper intéressant à exploiter et en même temps très terrifiant. Parce que je me dis, bah du coup, comment tu définis un être humain? Comment tu définis une société? Comment tu définis qu'est-ce que c'est un monde artificiel si t'es toi-même dans un monde artificiel? Enfin, ça ouvre plein de questions terrifiantes, mais passionnantes.
Et donc, ta question, c'est comment, à un moment donné, veut-on arriver à s'échapper Voilà. pour arriver à Ouais. coloniser l'ordinateur maître, Voilà. qui est lui-même C'est dans ça. une simulation. Si ça se trouve, en fait, Ouais. tu peux pas. Parce qu'il y a le petit personnage au-dessus de toi qui, même peut-être lui-même, vit dans une civilisation, qui pense qu'il a créé une civilisation, il va dire, ah non, j'arrête. Et hop, tu t'éteins. Et hop, on te relance, et puis tu recommences à zéro et tu t'en es même pas rendu compte. C'est terrible, en fait, quand vous y pensez. Ça vous fait peur? Moi, ça me terrifie. Je suis terrifiée à chaque fois. je trouve ça incroyable. Et, mais je pense, oui, que, enfin, aux Utopiales, l'année dernière, on a eu une super conférence sur les histoires. Et on a eu des chercheurs qui sont venus parler de ça et qui racontaient qu'en fait, un des rôles premiers de l'humanité, ça a toujours été de raconter des histoires, et on peut retracer certains contes ou certaines figures des contes, par exemple les sorcières ou ça, jusqu'à des centaines de milliers d'années, et on peut faire comme de la génétique, on peut tracer la génétique des histoires comme ça. Et en fait, je pense que du coup, en fait, cet échappatoire vers le lointain, en fait, on le fait depuis toujours. Tu vois, avant, il y avait des dieux, il y avait de la magie. Maintenant, on fait ça avec de la science. Mais en fait, comme je disais à Ellie il n'y a pas très longtemps, la magie, c'est juste de la science qu'on n'a pas expliquée. Et en fait, on est toujours en recherche d'un ailleurs, de quelque chose de différent. On se le raconte par des histoires. Et nous, c'est ce qu'on fait en écrivant de la science-fiction. On continue à chercher un ailleurs un peu magique, mais en mettant de la science, parce que c'est un peu de la magie aussi. Et tu vois, ce voyage, il est constant. On est tout le temps dedans. C'est un peu, je pense, ça dans l'ADN de l'humanité, de chercher à raconter des histoires et à aller plus loin et à voyager toujours de différentes manières. Comme tu dis, maintenant, la planète, on la connaît plutôt bien. On est en train de l'assassiner plutôt bien. On n'a pas encore trouvé comment aller dans l'océan. C'est un peu compliqué aussi. Mais du coup, maintenant, on cherche d'autres histoires ailleurs et on va vers l'espace. On la connaît bien, mais c'est vrai que les abysses, on a une cartographie des abysses qui est moins bonne que celle de la surface de Mars, par exemple. Donc, on connaît mieux les détails fins de la surface de Mars que les détails fins de la surface des océans. On a choisi un truc plus simple. 70% de la surface de la Terre, c'est des abysses, c'est des fonds océaniques. Donc, on les connaît pas si bien. On connaît bien la Terre de surface, disons. Il y a un peu dans l'air. Oui, enfin, cette notion d'au-delà, ce qui est quand même notre métier, nous, en tant qu'écrivains, parce que une des questions qu'on te pose systématiquement, c'est devenu une caricature d'ailleurs, c'est où allez-vous chercher tout ça? Tu sais, et où allez-vous chercher tout ça quand tu es écrivain? C'est parce que c'est là. Et tu le projettes, tu vas le chercher. Et nous avons des ciels étoilés, nous avons des horizons qui sont lointains, nous avons la possibilité de nous dire qu'est-ce qui se passe au fond quand on va là-bas. Et donc, on fabrique on part de ce désir-là et on fabrique le résultat une fois arrivé. Et moi, ce qui m'intéresse donc dans cette histoire de vers l'espace et au-delà, c'est quand on fabrique quelque chose, on l'écrit comme si on y était déjà. Ce qu'on appelle écrire depuis le haut de la falaise. Au passage, ça porte un nom, ce genre de choses. Est-ce que toi, quand tu écris, par exemple, tu sais que tu es arrivé. Quand tu écris au mal, tu as décrit au mal. Tu es déjà dedans. Je les pousse dans leur retranchement, c'est quand même épouvantable. Oui, en fait, c'est un peu ça. C'est à partir du moment où le but, c'est de se lancer des défis en même temps. Quand on va dans l'espace ou quand on traite de n'importe quelle thématique, c'est de se confronter à un inconnu conceptuel, en fait. Et l'espace est porteur de plein d'inconnus, y compris conceptuels. Donc c'est à ce niveau-là en fait, mais ça pourrait être effectivement l'espace virtuel, l'espace tout court, le génome humain. Enfin, il y a des tas de dimensions comme ça d'inconnus. Et l'espace, c'est traditionnel dans la SF. Mais et puis c'est quelque chose de moi personnellement que ce soit dans Au mal ou dans le reste, moi ce qui me fascine dans l'espace, c'est les distances. Enfin, c'est la notion d'échelle. C'est des échelles qui ne sont pas humaines. Qui sont pas à l'échelle humaine, de temps et d'espace justement. C'est des dimensions qui ne sont pas humaines. Et peut-être qu'une partie de la SF, c'est du travail de la SF en tant que littérature, c'est d'amener, c'est de confronter de l'inhumain à l'humain. C'est ramener justement, on n'est pas taillé pour des années-lumière ou des millénaires. La vie humaine on n'est pas taillé pour ça, et même le biologique n'est pas taillé pour ça. Donc c'est se confronter à nos propres limites corporelles, conceptuelles, enfin de tous les aspects de l'humanité. On explore les bordures, on explore toujours les bordures, nous. Et au mal, moi j'ai conçu ça comme ça. Je me suis dit, tiens, quel est le plus grand artefact possible dans la SF? Alors en fait, on a fait mieux depuis, mais voilà, c'était une sphère de Dyson
C'était une sphère de Dyson. Donc je me dis, bah, tiens, sphère de Dyson, qu'est-ce que je peux trouver à l'intérieur? Donc tout à l'heure, tu parlais justement de l'aspect de l'absence de cycles diurnes et nocturnes et comment en créer un de façon artificielle. Donc moi, ça a été à ce niveau astronomique, je dirais, c'est comment, dans une sphère de Dyson, par définition, il n'y a pas de jour et de nuit, comment créer un jour et une nuit dans une sphère de Dyson, par exemple. Et c'est des tas de petites astuces techniques, on va dire, qui vont, mais en même temps, qui ont des répercussions jusqu'à la métaphysique, en réalité. Et c'est là où c'est drôle, enfin c'est ludique la SF. Il faut pas négliger aussi cet aspect-là dans la SF, même la SF la plus sinistre et la plus difficile. Le fait même qu'on spécule, le fait même qu'on ait ces expériences de pensée, fait que de toute façon c'est fun parce qu'en fait on va projeter de la logique et là en fait il n'y a rien de plus humain que la logique en fait. C'est pas du tout comme ce qu'on croit. Voilà, il n'y a pas de logique froide. La logique, c'est toujours chaud en SF en tout cas. Et il y a cette chose extraordinaire dans Omal, qui est donc une sphère autour d'un soleil, une sphère fermée. Il y a tellement d'espèces extraterrestres parce que la surface est gigantesque à l'échelle de la Terre. Enfin, que on sait qu'il y a des espèces extraterrestres qu'on n'a jamais vues de l'autre côté et qu'on ne verra jamais. C'est-à-dire qu'on est véritablement dans la situation où on bute sur sa propre impuissance et les seules espèces extraterrestres qu'on rencontre dans Omal, il y en a 3 ou 4, pas plus, 4 ou 5, c'est les voisins. Ceux avec qui on a appris à commercer, communiquer, on les a vus, ils sont pas loin étant, ils sont à peut-être 2 terres de distance, mais ils sont pas loin. D'accord? Mais par contre, ceux qui sont à l'autre bout, il n'est pas possible d'imaginer une vie ou une civilisation vivant assez longtemps pour les rejoindre. Et c'est ça dont on bute avec l'espace, c'est que il n'y a pas la possibilité pour une civilisation comme la nôtre d'espérer vivre suffisamment longtemps en tant que civilisation pour atteindre ne serait-ce que les étoiles proches. On bute contre ça. Et quand on est scientifique, le fait de buter contre ça, on râle et on dit non. Moi, en tant qu'écrivain de science-fiction, je vais aller encore plus loin. Et dans du côté des sciences, on peut aussi apprivoiser ces échelles dont parlait Laurent, c'est-à-dire en faisant de la vulgarisation scientifique. Enfin, pour les gens qui n'utilisent pas la science-fiction, qui n'en écrivent pas, mais qui sont scientifiques, ils peuvent parler des échelles de temps géologiques, des échelles d'évolution des espèces, des échelles d'évolution, des échelles de distance ou de temps qui sont à l'œuvre dans l'univers, qui sont gigantesques, ou à l'inverse, dans le monde microscopique, la science-fiction a aussi joué dans les échelles différentes en allant vers le bas. Puisque par exemple, il faut réaliser, justement à propos de ces échelles, que entre une seconde et l'âge de l'univers, il y a beaucoup de puissance de 10. Une seconde, c'est une seconde, et l'âge de l'univers, c'est 10 puissance 18 secondes. Donc, ça fait beaucoup de puissance de 10, 18 puissance de 10. Et il y en a autant de puissance de 10 qu'entre une seconde et les plus faibles impulsions laser qu'on est capable de produire, qui sont attosecondes, 10 puissance moins 18, 1 sur 10 puissance 18 secondes. Et donc, on sait produire des événements qui sont si fugaces qu'il y a autant de puissance de 10 entre eux et une seconde qu'entre une seconde et l'âge de l'univers. Donc, c'est toujours assez singulier de voir que cette humanité, cette question des deux infinis, comme on dit souvent, l'infiniment petit, l'infiniment grand, et après, il y en a qui vont gloser sur l'infiniment complexe qui serait nous. Bon, ce serait à discuter, vu l'ambiance générale, mais il y aurait comment on s'insère dans ces échelles, comment on les appréhende. Alors, la science-fiction s'est beaucoup intéressée aux grandes échelles, évidemment. Il y a aussi les petites échelles. Il y a plein de romans du fin 19e, début 20e, où on va explorer l'atome, où les personnages deviennent tout petits et vont sur des atomes qui sont à l'époque vus comme des petits systèmes planétaires, avec le noyau au centre, comme un mini-soleil, les électrons comme des planètes. Et ils sont sur les électrons qui sont pas grands, évidemment, et qui font des trucs. Bref. La fille dans l'atome d'or. Voilà, la fille dans l'atome d'or. Voilà, je voyais aussi des hochements de tête du côté du camarade chimiste. Et donc, il y a voilà, toute cette idée qu'on peut explorer toutes ces échelles vers le haut et vers le bas. Et que ça donne un voyage au-delà de l'espace et du temps, parce que l'échelle spatiale, mais la même chose pour l'échelle temporelle. Alors, l'Anto zéro, c'était l'exemple, où les secondes qui s'écoulent dans le vaisseau deviennent littéralement des millions d'années qui s'écoulent à l'extérieur, et que ce voyage à grande distance et à grande vitesse, c'est pas seulement un perte de repère spatial, on est tellement loin qu'il n'y a pas de retour possible, et on est tellement loin aussi dans le temps, on est tellement dans le futur du lieu qu'on a quitté que ça sert à rien de faire demi-tour, parce qu'on reviendra 1 milliard d'années après, puisque nous, ça s'est passé quelques années dans le vaisseau, mais c'est passé 1 milliard d'années, disons, sur Terre. Donc, ça n'a aucun sens de revenir. C'est-à-dire, le génie d'Anderson, c'était d'avoir fait du suspense sur la relativité générale,
et donc la dilatation temporelle, où on se demande d'abord s'ils vont réussir à décélérer suffisamment tôt pour pouvoir rejoindre leur propre espèce, leur propre civilisation, puis après leur propre espèce, et puis après la mort des soleils, et après la mort de la matière. Enfin, c'est un suspense très original, quoi. Pour l'époque, c'est incroyable. La particularité de l'être humain, c'est qu'il ne se pose jamais la question de se dire à quoi bon. Ils disent il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est un objectif et que, après tout, on est là pour atteindre cet objectif. C'est pas particularité, mais c'est peut-être aussi son malheur, hein, puisque doit-on faire tout ce que nous savons faire, nous pourrions faire. Il y a des choses, tous les rêves doivent-ils être réalisés. On parlait tout à l'heure de ces milliardaires qui font des trucs et qui ont rêvé d'aller dans l'espace ou qui disent, vous allez voir, c'est génial, ça va se démocratiser. C'est-à-dire que eux et leurs 100 potes pourront y aller. Ça va être ça, la démocratisation. Donc, voilà, ça pose cette question-là. L'avantage de la science, on peut le faire et c'est sans danger. Alors que, autre que publier du papier, et s'il y a un coût environnemental pas complètement nul, mais c'est pas dramatique. Alors que là, et ça peut avoir des conséquences, si on doit se dire, je vais faire une civilisation multiplanétaire, je vais mettre tout mon argent, tout mon effort pour essayer de tendre vers ça, alors qu'en fait, le réel, c'est plutôt faire du pognon sur Terre ici et maintenant, eh bien, ça peut engager des choses qui sont pas, engager des voies. On va rêver d'un monde que nous n'atteindrons peut-être pas, sans doute pas. En tout cas, ça va engager aussi dans une voie qui est sans doute incompatible avec la survie à long terme de la planète, de la planète, mais de l'habitabilité de la planète pour l'espèce humaine. Donc voilà, ces questions-là, elles sont intéressantes. Est-ce qu'on le fait parce qu'on peut le faire, ou est-ce qu'on le fait parce qu'on doit le faire, ou est-ce qu'on le fait parce que c'est bien, ou est-ce qu'on le fait pas parce qu'on décide qu'il faut pas le faire. Voilà, ces questions-là de rapport aux techniques sont intéressantes aussi dans la SF. Écoutez, je crois qu'on arrive un petit peu au bout là, donc vous avez 5 minutes pour poser des tas de questions passionnantes à mes petits camarades eux-mêmes passionnants. Ah, je crois qu'il y a un micro déjà qui circule, donc tiens. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence, super bien menée. Je voulais vous poser une question sur les vaisseaux générationnels. On a beaucoup parlé de voyages humains. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question de voyages végétaux ou microbiens, par exemple ? Non, enfin, avec du vivant en général. On a envoyé des êtres vivants dans l'espace avant d'envoyer des humains, des singes. Les Français ont envoyé un rat, ils ont envoyé des chiens, des chats. Enfin, on a envoyé des bestioles pour vérifier comment ça se passait. Des fois, ils sont pas redescendus, ils ont envoyé, puis il n'y avait pas de ticket de retour. C'est vraiment ça ce qui s'est passé. Dans la réalité ou en SF ? En SF, d'envoyer des humains, d'envoyer des plantes. Alors si, il y a Hyperion, mais il y a aussi, comment il s'appelle ce film avec des forêts, Silent Running. Alors il y a des humains dedans, mais ils envoient les dernières forêts de la Terre s'envoient dans des vaisseaux pour les préserver des robots. Et il y a quelques humains dedans, mais ils sont pas très nombreux. Alors en fait, moi j'aurais envie de répondre, je crois pas, ou alors de façon très marginale, mais on voit pas trop l'intérêt parce que l'idée c'est de, en fait, on projette de l'humain dans l'espace. C'est ça. S'il n'y a pas d'humain, de problème. Je vais envoyer des pots de fleurs. C'est sûrement joli voilà. Mais ça génère pas parce qu'en fait, quand on projette des humains, on projette des histoires. Et c'est ça qu'on fait. On raconte des histoires. Donc donc oui, c'est mieux d'avoir des humains, ne serait-ce que pour l'identification du lecteur et puis nous, nos propres en tant qu'auteurs, nos propres préoccupations sur l'humanité, quoi. Je rebondis parce que, alors, je pense pas que ce soit fait dans le sens où, en fait, effectivement, les plantes ne parlent pas. En tout cas, pas comme nous. Elles racontent pas d'histoire. Mais je trouve que de plus en plus en SF, on pense à inclure des écosystèmes différents dans les vaisseaux. Et je pense à la pyramide de Romain Benassaya, où en fait, leur vaisseau contient une serre géante qui sert à produire l'oxygène, à faire des fruits et des légumes et tout ça. Et en fait, à un moment, il y a une mutation qui s'opère sur les scarabées, qui développent une civilisation. Et en fait, l'héroïne a un scarabée qui la suit et qui fait des trucs et qui a des idées. Et en fait, elle l'écoute, c'est son ami, quoi. Et ça, j'avais jamais lu ça avant. Et je pense que là, c'est en train d'arriver, en fait, qu'on commence à inclure des écosystèmes différents et pas seulement des histoires d'humains. Et je pense aussi notamment à dans la toile du temps de Adrian Tchaikovsky, où en fait, il parle d'araignées et de poulpes. Dans le 2,
Oui, mais même avant. Hein, Et même avant. Mais voilà, c'est les trucs récents. On en auxquels je trouve pense, quoi. les poulpes dans l'espace. On en Ouais. a déjà depuis, Voilà. Et donc ça depuis pas existe. mal de décennies maintenant. Et ça, c'était intéressant. Ouais. Oui, Marie-Stella, Voilà. ouais, c'est vrai. C'est les exemples qui me viennent en SF. Mais ça pourrait être un sujet très intéressant. Tu lances un vaisseau dans l'espace avec, je dirais, des coquilles, des coquillages à l'équivalent des trilobites ou des trucs de l'époque, en te disant, avec un peu de chance, le temps qu'ils arrivent, ils auront développé une civilisation qui ne sera probablement pas la nôtre, mais avec qui on pourra peut-être communiquer. Mais je veux dire, le gros problème de vaisseau génération, c'est qu'il faut quand même s'en occuper. Et je crois pas qu'on puisse compter ni sur les pots de fleurs, ni sur les trilobites pour s'occuper de trucs. En même temps, tu diras, on peut pas compter sur un truc beaucoup plus simple. Tu dis, donc, on fait de la panspermie dirigée. C'est-à-dire, la panspermie, c'est l'hypothèse que des briques du vivant, voire du vivant, ou des bouts de vivant soient arrivés sur Terre et que ça soit, ça soit se développer sur Terre, mais venu de l'extérieur, d'où que ce soit. Bon, ben là, tu le dis, on va le faire volontairement. Donc, t'envoies explicitement des, je sais pas quoi, moi, des tardigrades, parce que c'est bonnard, ils se mettent en cryptobiose, tu les mets peinards. Il y a pas de vaisseau, il y a rien, tu les envoies, plein pot, t'espères qu'ils arrivent quelque part et que voilà, ça va faire quelque chose. Tu vois, ça pourrait être une tentative. Après, l'histoire, c'est plutôt l'histoire qui serait intéressante pour revenir sur Laurent. Ils sont arrivés, enfin, ça, c'était le préambule, ça prend 2 pages, et après, c'est tout ce qui se passe dans le monde. Les tardigrades arrivent, ils font des plans, ils se développent, et après, il y a ça fait des araignées pensantes sur un monde a priori vierge. Donc, c'est plutôt cet aspect-là des choses. Il y aura des êtres qui vont se développer, pensants, auxquels on pourra peut-être s'identifier. Voilà. Ouais. Sur la planète génération. Le vaisseau génération, c'est si on se plie à la physique réelle, à la physique relativiste, qui est la physique. On peut faire, il y a vraiment deux sortes d'espaces différents, je vais dire. C'est celui des trous de verre, où on chinte l'espace-temps. Et là, on n'a pas, moi, ça a été mon cas, hein, c'est parce que j'étais très, justement, conscient des limites physiques. Et si je voulais faire un grand réseau avec multiplanétaire, toute la relativité jouait contre moi. La vitesse de la lumière, c'est vraiment trop lent. Donc le seul moyen pour avoir une apparence de vraisemblance, parce que encore une fois, c'est un objet hypothétique, un trou de verre macroscopique stable, etc. C'est un objet hypothétique, mais on s'en fiche. On est dans la science-fiction, on peut tout se permettre. C'est même à ça qu'on nous reconnaît. Voilà. Moi, j'ai pris cet objet-là parce que sinon je ne pouvais pas peupler mes mondes étrangers, tout simplement. Donc c'est des choix de narratifs, en fait. Faut pas oublier que la science-fiction, c'est d'abord de la fiction. C'est d'abord de la fiction. Et donc, comme toute fiction et comme toute expérience, mais on fait ça aussi en expérience de laboratoire. En laboratoire, on exclut le réel, puisqu'on est dans un laboratoire. Et on va décider d'un certain nombre de paramètres, mais en excluant plein d'autres, qui permet d'isoler et d'obtenir un résultat pur, mais en se coupant aussi d'une partie du réel. Et nous, on se coupe d'une partie du réel, y compris sur des trucs aussi fondamentaux que la physique relativiste, quoi. On a une liberté de manœuvre quand même gigantesque. Il y a plein de questions là-bas, là, oui. Ouais. Bonjour messieurs, dames, Jean-Pierre Mathieu. Je voudrais savoir, dans les années 70, on a envoyé 2 sondes pionnières dans l'espace. Où en sont-elles aujourd'hui? Et deuxième question, Jeb Webb Télescope vient de découvrir une galaxie à plusieurs milliards de kilomètres de la Terre. Alors, ce qui me fait une question... D'années-lumière, même. D'années-lumière, oui. Pardon. Ce qui me fait penser à une référence biblique, Jésus n'est toujours pas arrivé au ciel, alors. Je sais pas, ça c'est compliqué vis-à-vis du James Webb. En tout cas, pour les sondes pionnières, elles sont toujours en train maintenant, c'est des déchets orbitaux, loin. Il y a aussi les 2 sondes Voyager, et il y en a une qui est encore fonctionnelle, Voyager 2 est encore fonctionnelle, on a un tout petit signal qui arrive de temps en temps, et elle est à, celle-ci j'avais retenu sa distance, 166 unités astronomiques, c'est-à-dire 166 fois la distance Terre-Soleil. Pour vous donner une idée, ça a l'air loin, c'est pas un jour-lumière, le signal met moins de 24 heures pour arriver, mais pas loin de 24 heures. Le jour-lumière sera atteint
fin 2026, quelque chose comme ça, début 2027. Et donc, dans pas longtemps, on aura un objet, un artefact humain fonctionnel, pas un déchet, qui sera à un jour-lumière, enfin s'il fonctionne encore. L'étoile la plus proche est à 4,4 années-lumière. Vous voyez, donc il y a encore du chemin. Enfin, ouais, on n'est pas sorti loin non plus avec ces sondes et on ne fait pas grand-chose. Hein. Le taux de transfert, il est l'ordre de quelques octets par seconde. Quelques octets par seconde quand on reçoit du signal de Voyager. Donc, il faut parler lentement et il ne faut pas être trop bavard. Merci pour tout ce que vous nous avez dit, c'était super intéressant. Moi, je me disais par rapport au titre, est-ce qu'une civilisation en fait sans âme, c'est pas au final la fin du voyage? Quand on est dans un Technus Dei qui en fin de compte va supprimer l'humain parce qu'il sera pas assez performant, justement, est-ce que c'est pas ça la fin du voyage? Alors, encore une fois, ça dépend de qu'est-ce que tu appelles être un être humain. Mais même, alors par exemple, un clone, est-ce que tu considères que du coup, s'il reste que des clones d'êtres humains, est-ce que c'est des êtres humains? Est-ce que c'est plus la civilisation? Ça, c'est des questions qu'on commence à se poser, qui sont hyper intéressantes. C'est à partir de, tu sais, maintenant qu'on est capable de créer des IA, enfin, pas les IA comme on entend en science-fiction, mais et en fait, à partir de quel moment on décide que ces créations-là, elles sont différentes de nous, elles sont plus juste des créations de nous? Et est-ce que, moi, ça me fait penser à Carbone et Silicium de Mathieu Babelet. Est-ce que cette civilisation qui reste derrière, c'est pas juste la civilisation qu'on a créée nous? Et c'est le reste de nous. Donc, du coup, de leur point de vue à eux, je pense que le voyage, il continue. Parce que c'est leur voyage à eux. C'est juste que leur manière de voir le monde, ça sera plus la même que la nôtre, mais d'une certaine manière, comme, tu vois, quand tu dis en 1920, on pensait que sur Mars, il y avait des gens, la manière de voir le monde de cette époque-là, elle est complètement révolue aussi, et leur voyage, il est terminé. Et tu vois, c'est un voyage qui se renouvelle aussi avec la civilisation. Donc, j'espère que le voyage s'arrêtera jamais, sinon, ce serait triste, mais peut-être que, enfin, tout dépend de où tu mets la limite entre la civilisation et la fin d'une civilisation. Par exemple, je parlais avec des ethnologues il y a pas longtemps et ils disaient, en fait, on a l'impression que la fin du monde, ça va être un truc fantastique où tout va s'écraser en flammes et tout, mais en fait, actuellement sur Terre, il y a plein de civilisations qui ont disparu et pour qui c'était la fin du monde. Plein d'aborigènes dans différentes parties du monde qui ont vu leur civilisation être détruite complètement et leur mode de vie tellement changé que leur civilisation, elle est plus là. Donc en fait, la fin du monde, elle est déjà arrivée plein de fois pour plein de gens, plein d'espèces, plein de peuples et ça continue. L'histoire, elle continue. Oui, si vous voulez prendre un exemple d'effondrement et de perte fondamentale, prenez les aborigènes. 98% des langues aborigènes, sachant que les civilisations aborigènes, elles ont duré plusieurs dizaines de milliers d'années, et que leurs langues avaient des concepts philosophiques, déistes, etc., extraordinaires, 98% de ces langues ont disparu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ni trace écrite, ni locuteur, ni personne qui les parle. 98%. Imaginez un continent entier, parce que c'est grand, hein, l'Australie, on a perdu ça. Et c'est absolument dingue. C'est une perte qui est infiniment plus violente pour moi que la perte des dinosaures ou la perte de la bibliothèque d'Alexandrie. On a perdu des façons de voir le monde de plusieurs centaines de milliers et de gens qui ne sont plus là. Cette civilisation n'existe plus. C'est dramatique. Ouais. Mais je te rassure, à Toulouse, on fait notre part. Dans le métro, on parle occitan. Oui, on parle de voyage. Vous qui êtes producteur d'imaginaire, je voulais savoir un petit peu quel était votre rapport par rapport à une tendance qu'on observe un petit peu, qu'on voit sur YouTube, tout ça, sur l'émergence dans la sphère politique, dans une sphère politique officielle américaine, hein, aujourd'hui, de ces fameux whistleblowers, tout ça, qui viennent produire un discours qui antérieurement relevait de la science-fiction, voyageurs venus d'ailleurs, tout ça, et qui intègrent vraiment dans le champ du concret, et qui vont produire des témoignages un peu étranges, et qui relevaient justement du champ de la science-fiction, et qui vont intégrer le champ, quelque part, d'une forme de réalité politique, où on va en parler comme si c'était, à la rigueur, quelque chose qui vienne... Enfin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler de tous ces phénomènes, enfin de ces témoignages au Congrès américain, tout ça. Et c'est vraiment étrange, quoi. C'est que la sphère de la science-fiction, des fois j'entends ça, je me dis, mais je vis une dystopie, quoi. C'est-à-dire que les romans de Laurent Genefort, tout ça, ils viennent, enfin, ou n'importe tout cet imaginaire qu'on avait, d'ufologie ou je ne sais quoi, de guerre des mondes,
on le retrouve avec des gens qui viennent témoigner devant des sénateurs et tout ça. Et je trouve ça très étrange parce que je ne sais pas quel agenda politique il peut y avoir derrière. Je ne sais pas si vous avez une opinion là-dessus. Sur la porosité entre la science-fiction et je dirais le réel politique. C'est ça, parce qu'en fait, tous ce qu'on appelle ces whistleblowers, tous ces David Grudge, ces Elizondo, tout ça, je connais pas. Tous ces gens-là, en fait, qui sont dans ces pseudo-programmes un petit peu d'analyse, je dirais de ce qu'on appelle les UAP, tout ça, et qui viennent témoigner devant des membres du Congrès américain de phénomènes un peu étranges et justement qui relevaient antérieurement de la science-fiction et qui... Alors une science-fiction proche des ufologues, justement. Voilà, c'est ça, c'est ce phénomène-là d'accord. Où on va nous raconter. Alors en fait, c'est un imaginaire qui m'est assez étranger. La science-fiction des soucoupes volantes et des phénomènes étranges, c'est vraiment une forme de science-fiction populaire qui a été extrêmement florissante dans les années 50, qui a après connu un déclin et qui a revécu avec X-Files, etc. Alors moi, c'est pas du tout celle que je pratique. J'en ai lu, dans ma jeunesse, j'ai regardé X-Files, etc. Mais c'est pas le type de science-fiction qui m'a porté au niveau des modèles de mes écrivains qui ont été mes écrivains modèles. D'abord, c'est pas un imaginaire qui me parle beaucoup parce que c'est un imaginaire qui est plus proche des légendes urbaines. On est plus proche et donc j'ai un regard presque anthropologique sur ce type d'imaginaire que il est pas tellement à moi. Enfin, je me le suis pas approprié spécialement. Ça tourne beaucoup en rond. Alors ça s'est très structuré depuis justement et on voit par exemple, je sais pas, Quanon par exemple a recyclé une bonne partie des mythes véhiculés par X-Files, sauf que X-Files c'était de la fiction. Ça se voulait fiction. Mais ça a servi de nourriture à mais c'est parce que la science-fiction, peut-être que le mot science est à prendre, faudrait prendre le mot science dans science-fiction de façon très très large et même en 1900 dans la science-fiction des années 1900, on allait sur Mars grâce à des fakirs et à de l'énergie psychique et à des sphères en or comme au XVIIIe siècle, il y avait des vaisseaux célestes tirés par des cygnes. C'est la même chose. Enfin, comme tu disais, c'est science et magie. Là, elles se confondent réellement. Mais moi, pour le coup, dans ma science-fiction à moi, elles se confondent pas. Moi, je reste dans un monde intelligible où il n'y a pas ce type de mystère. Voilà. Mais parce que je suis pas dans ma science-fiction ne donne pas précisément n'a pas de connexion avec les légendes urbaines qu'on peut trouver avec ce type de SF. J'ai pas du tout entendu parler de ça. Par contre, je pense qu'il y a vraiment une appropriation par la droite, notamment américaine, du discours science-fictionnesque. Enfin, je veux dire, quand les gars de Twitter, là, il rénomme son IA Grok. Enfin, c'est pas innocent, quoi. Et en fait, il y a tous ces technobros là, ils ont une passion pour la science-fiction, mais qui prouvent aussi qu'ils ont rien compris à la science-fiction, parce qu'ils citent en fait des romans qui sont de fait plutôt progressistes et pas franchement de droite, et ils se réapproprient ce truc-là parce que c'est la science, c'est le côté science, et eux ils font de la science et ils font de la science cool, et ils veulent vendre leur truc et tout, et donc il y a une réappropriation par ces mouvements un peu je vais pas dire extrême, mais de droite en tout cas américain, du discours de la science-fiction, mais qui prouvent en fait qu'ils ont pas compris ce qu'ils lisaient. Moi, je trouve, parce que, en fait, c'est vraiment, penser que t'es cool parce que ton IA s'appelle Grok, alors qu'en fait, t'es en train de détruire la planète, c'est que t'as pas bien lu le livre dans lequel t'as pris cette idée, quoi. Mais en fait, j'ai surtout l'impression que ce type en fait, je pense que ça a été aussi une erreur dans l'autre sens, de penser que la science-fiction, c'était un objet qui se tenait à une idéologie, quelle qu'elle soit. La SF, elle a produit des icônes pop, et finalement, l'IA, c'est une icône pop, en fait. Donc, il se réapproprie. La SF, elle est réappropriée par tout le monde. Ça, l'extrême droite, la gauche, l'extrême gauche, tout le monde se l'approprie d'une manière ou d'une autre. Pour les Américains, c'est quand même très flagrant, quoi. Non, mais c'est parce que c'est juste des gens qui ont les moyens. donc ça se voit. Mais en fait, tout le monde le fait. C'est juste qu'après, il y a les moyens de diffuser ça.
le même Elon Musk, on en parlait tout à l'heure, avait utilisé un plan très précis de l'introduction du film Métal Hurlant, où on voit une Corvette, c'est ça, une voiture Corvette en train de faire une rentrée atmosphérique. L'image était super cool, avec un cosmonaute à l'intérieur. C'était cool. Bah voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tiens, je me rappelle de mes années cool. Je vais faire de la communication dessus pour avoir peut-être la sphère geek de mon côté, peu importe ses motivations, ou juste parce que lui il trouvait que c'était cool. En fait, on n'en saura jamais rien. Mais je veux dire, tout le monde essaie et je parlais de la porosité entre la SF et le réel, enfin, et le réel politique aussi, et l'idéologie. Elle est là. Alors, nous, ça nous arrange pas quand c'est du côté extrême droite. Ça nous arrange quand c'est du côté gauche. Mais en fait, elle est par nature instrumentalisable, puisque précisément on produit des images, des concepts qui sont à tout le monde. Et des désirs, exactement. Donc en fait, c'est juste que une fois qu'on a produit un truc, ça nous appartient plus, ça rentre dans le grand pot commun, et il y en a qui ont les moyens de le dévier et de s'en servir pour leur propre fin. Mais c'est le sort de toute culture, hein, tout simplement. C'est que ça nous appartient pas, en fait. Eh ben, merci. On va finir sur ces mots puissants de Laurent. Merci à mes intervenants. Vous avez été brillants. Moi, c'est impeccable. Avec des gens comme ça, j'ai rien à faire. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Et bonne fin de festival.